Madame, monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder votre émission de la mi-journée, émission d'information, le métronome. Dans cette émission, on parlera abondamment d'éducation à la faveur de l'organisation des examens de fin d'année, dont le baccalauréat qui devrait débuter le 28 juin prochain. Vous le savez, depuis quelques jours, des élèves de classe de terminale dont les habitations des parents ont été détruites dans la vallée Sainte-Marie logent désormais dans les internats du lycée national Léomba et du lycée Pauline Djendje Ngodjou. Lundi dernier, la ministre de l'Éducation nationale, Camélia Toutoum Leclerc, a tenu à faire le constat de l'effectivité de la présence de ces élèves de terminale dans ces internats. C'est donc l'apport du ministère de l'Éducation nationale, le visage humain de cette politique de l'éducation qui permet donc d'être au chevet de ces familles dont les habitations ont été détruites. On évoquera également le point relatif aux violences en milieu scolaire pour essayer de mettre le marqueur sur une affaire, si on peut la qualifier d'affaire par certains, puisqu'elle est virale. Le débat est âpre sur les réseaux sociaux. L'exclusion d'une élève du premier cycle d'Immaculée Conception à la suite d'une bagarre entre élèves. Et puis on va se projeter évidemment sur les derniers jours en ce qui concerne le BEPC et le baccalauréat qui va débuter le 28 juin prochain. Pour faire le point sur cette abondante actualité en lien avec l'éducation nationale au Gabon, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de cette émission le métronome Fortuné Nguema Oun en sa qualité de directeur d'académie provinciale de l'Estuaire. Monsieur Nguema Oun, bonjour. Bonjour Monsieur Pambo. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa. Merci d'être là pour que vous puissiez nous faire un éclairage sur toutes ces réformes ou ces politiques qui sont menées par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Camélia Toutoum Leclerc. Alors, grosse actualité au Gabon depuis quelques semaines, l'opération de déguerpissement des populations habitant la vallée Sainte-Marie. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a donc reçu le 16 juin dernier au palais présidentiel un collectif de ses habitants pour évidemment leur signifier que le gouvernement est au chevet de ces familles et que le gouvernement ne va laisser personne sur le bord. Évidemment qu'un comité mixte a été mis en place pour pouvoir faire la lumière sur cette opération. Mais dans le domaine de l'éducation, la ministre Camélia Toutoum Leclerc, ministre d'État, a estimé que le ministère de l'Éducation nationale devait pouvoir jouer sa partition, devait pouvoir être au chevet des familles vulnérables. Et depuis lundi, il y a donc des élèves de terminale qui sont dans ces internats. Retour sur cette première journée où ces internats ont ouvert leurs portes à ces élèves issus donc de ces familles dont les habitations ont été détruites dans la vallée Sainte-Marie. Salutations chaleureuses entre Camélia Toutoum Leclerc, les responsables du lycée Pauline Djendje Ngodjou et les parents d'élèves. Le ministre en charge de l'Éducation nationale est venu accueillir ces élèves de classe de terminale dont les maisons des parents situées dans l'axe Vallée Sainte-Marie ont été détruites au sein de l'internat. Petit déjeuner, un moment de partage, celle que ses apprenants appellent affectueusement Maman Camélia, a tenu à être présente pour ce premier jour afin de rassurer les parents sur les mesures d'accompagnement mises en place par l'État pour permettre à ces élèves de passer leurs examens dans de bonnes conditions. Nous avons pu respecter les très hautes instructions du président de la République et qui est en même temps le chef du gouvernement pour que l'accueil soit un accueil chaleureux de ces enfants-là. Donc il y a un accompagnement à la fois psychologique, pédagogique, donc psychopédagogique des enfants. Nous avons expliqué également aux parents que les enfants auront des temps d'apprentissage, donc des cours de rémédiation pour faire des révisions, mais qu'à côté de ces révisions-là, il faut aussi des temps de détente parce qu'on ne peut pas saturer un enfant en faisant que des révisions. Donc il y a des temps de repos et ces temps de détente-là, ce sont des moments sportifs, un peu culturels. Aux côtés du ministre de l'Éducation nationale, l'international footballeur gabonais Bruno Ekwele Monga, très sensible sur les questions de protection et de bien-être des enfants. Ma présence ici, c'était pour accompagner Madame le ministre et puis encourager aussi ces jeunes-là. On sait très bien que
quand on est à l'approche d'un examen comme ça, on est stressé. On est stressé et surtout pour certains élèves qui ont, on ne va pas le rappeler, et voilà, qui ont pu venir ici, faire confiance toujours, surtout à l'État et à Madame le ministre qui a eu cette idée, cette très très bonne réflexion de les loger. Donc on est là pour les encourager, leur dire que ça va bien se passer et qu'ils restent toujours dans la prière surtout. La tristesse a laissé place à la joie. Ces jeunes s'imaginent comment va se dérouler leur future cohabitation. Le souvenir des bruits de casse de leurs habitations est oublié l'instant des moments. On est tellement contents parce qu'ici déjà on a beaucoup de choses. On aura la priorité d'avoir des enseignants qui vont venir nous aider à travailler, à étudier. Donc on est contents. Je suis toute excitée, je vais découvrir de comment vivre dans ma chambre. J'ai l'habitude de vivre dans ma chambre seule, mais là je suis avec les autres. Donc elle est bien, elle est spacieuse et en plus elle est climatisée, donc on n'aura pas de problème de chaleur. Bon, premièrement, ça me fait un grand plaisir parce que je m'étais déjà imaginé que j'allais passer mon examen comme moi, avec la pression de dormir dehors, partout. C'est une grâce. Les portes de ces internats sont toujours ouvertes aux enfants de classe de terminale des zones où les habitations ont été détruites. Voilà, Fortuné Gabaoun, donc on vient de revoir ce reportage, cette ouverture de ces internats à ces élèves. La ministre de l'Éducation nationale parlait donc d'un soutien sur le plan psychopédagogique, mais également d'un ensemble d'activités devant permettre à ces enfants de pouvoir passer leur examen dans des très bonnes conditions. Bien, merci M. Pambo. Je vous remercie déjà de m'avoir donné la possibilité, l'opportunité de parler de l'école. Parce que moi qui suis un téléspectateur assidu de Télé Africa, constate souvent qu'on parle beaucoup plus de politique que d'autres choses. Et donc je tenais à vous dire merci parce qu'aujourd'hui on va parler de l'école. Et c'est important parce qu'il ne peut y avoir de développement sans école. Et le gouvernement, sur les hautes instructions du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, fait beaucoup de choses pour que les jeunes Gabonais, n'est-ce pas, soient scolarisés dans de bonnes conditions et de meilleures conditions. On va revenir là-dessus, c'est la raison pour laquelle vous avez vu, parce que le résultat du certificat d'études primaires parle de lui-même. Nous avons fait, nos élèves ont réalisé un score historique, nous sommes à 98%, pratiquement 100% de réussite, de taux de réussite au certificat d'études primaires, parce que l'objectif de tout enseignant, l'objectif d'un État, c'est de faire en sorte que tous ces enfants qui apprennent réussissent. Et nous allons peut-être atteindre cet objectif, nous y sommes pratiquement, avec 98% de réussite au certificat d'études primaires. On va revenir tout à l'heure. Et les résultats qui ont été rendus publics ce 18 juin sur l'ensemble du territoire. Absolument, absolument. Madame le ministre d'État, qui se trouvait du côté du Haut-Ogooué, a rendu public ces résultats, qui sont des résultats très appréciables. Tous les parents, toutes les familles sont contentes, c'est une bonne chose. C'est la preuve que nous avons changé un certain nombre de choses, c'est une véritable rupture. Rupture sur le plan de la manière de travailler. Au ministère de l'Éducation nationale, depuis un certain temps, depuis que le ministre d'État est là, l'école commence à date et se termine à date. Et je crois que nous décrions par le passé la baisse du niveau, dû à nos responsabilités aussi, nous enseignants, avec les grèves, etc., etc. Il y a la sérénité qui règne et de plus en plus, les enseignants, les encadreurs, tout le monde s'y met. Voilà les résultats. Nous attendons les résultats du CEP, du BEPC et du BAC prochainement. On va revenir sur ces aspects liés justement à ce management implémenté par la ministre de l'Éducation nationale depuis sa présence justement dans ce ministère. Revenons sur le factuel, donc sur l'ouverture de ces internats de façon temporaire donc à ces élèves dont les habitations des parents ont été cassées, détruites dans l'opération de déguerpissement de la vallée Sainte-Marie. Comment ça se passe cet apport sur le plan psychopédagogique? Mais je voudrais d'abord vous dire que c'est une initiative, c'est sur les très hautes instructions du chef de l'État qui a instruit Madame le ministre d'État de prendre en compte, de prendre en charge ces élèves, n'est-ce pas, issus des lieux dits derrière l'Assemblée nationale, derrière l'ambassade de Chine, derrière l'ambassade de Russie, de recenser ces élèves et de
les caser à l'internat. Mais ils ne vont pas simplement dormir à l'internat, de les accompagner jusqu'à la fin du second tour du baccalauréat. D'accord. Pratiquement. D'accord. Avant d'arriver justement, avant que vous n'alliez dans le détail de cet accompagnement-là, dites-nous un peu, vous qui les avez vus au premier jour, qui êtes allé les chercher, vous êtes allé les chercher, vous, les techniciens du ministère de l'Éducation nationale, sur les instructions du président de la République, comment les avez-vous trouvés? Dans quel état psychologique étaient ces enfants dans ce chaos, dans cet environnement entouré de gravats? Monsieur Pambo, nous ne sommes pas allés les chercher, nous les avons recensés. Et si vous avez regardé le communiqué, Oui. nous avons reçu à l'Académie provinciale. Et naturellement, c'est humain, Monsieur Pambo. Votre maison a été détruite, ben, c'est normal que vous soyez un peu dans le désarroi. Heureusement, en venant à l'Académie, c'était une note d'espoir du chef de l'État, n'est-ce pas, qui nous a instruit fermement de recenser tous ces élèves-là, qui passeront le baccalauréat dans de très très bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Je crois que ces élèves sont heureux. Le reportage que nous venons de suivre le démontre à suffisance. Ils sont heureux parce qu'ils sont internes et donc ça me permet d'entrer sur la phase pratique. Alors, ces élèves que nous avons recensés sont près d'une centaine. Un peu plus d'ailleurs, qui ont été recensés, toutes séries confondues, du bac d'enseignement général au bac technique. Et ils ont été recensés et classés par sexe, c'est-à-dire internat des filles, internat de garçons. Mais je dois dire, avant de les accueillir, nous étions déjà prêts. Madame le ministre d'État avait lancé, il y a quelques années, le programme de réhabilitation des internats. Ce qui veut dire que ces enfants arrivent à l'internat est déjà prêt, n'est-ce pas, à les recevoir. Et donc nous avons reçu ces élèves qui ont passé leur première nuit, je crois, mardi. Et d'ailleurs, Madame le ministre d'État les a accompagnés. Elle a même fait le lit à certains élèves de classe de terminale ou à l'internat du lycée national Léomba. Il y a tout un chronogramme, tout comme fonctionnent les internats de manière classique. Ils ont donc le repas, composé de 3 aux heures bien précises, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, donc les 3 repas. Ils ont des heures d'études, des heures de détente et des heures de rattrapage parce que ils sont accompagnés sur le plan psychologique et pédagogique. On a mis en place, donc on a fait venir des psychologues de l'école, donc ce qu'on appelle souvent les COP, qui sont venus, qui sont en train d'assister, qui soutiennent, qui accompagnent ces enfants. À côté de cela, il y a des heures d'études. Et donc, on a fait venir des enseignants par discipline pour faire des renforcements, des rappels, des révisions avec ces élèves. Et ce qui permet aux enfants, n'est-ce pas, quand ils vont aller à la bataille, parce que le baccalauréat, c'est une bataille pour un individu, un élève qui passe son bac, pour qu'il soit prêt. Pour qu'il soit prêt. Et il y a des moments de détente. Ils font un peu de sport. Et ils ont des séances, ils ont la possibilité de regarder la télévision. Donc c'est un chronogramme, c'est un programme bien établi, programme d'internat, avec tout ce qu'il y a comme surveillance. Ce n'est pas le lieu pour certains, on le leur a dit. Ceux qui fument, ben, on ne fume pas à l'internat. Les stupéfiants, c'est interdit. Et d'ailleurs, les forces de police nous assistent. Ces internats sont sécurisés par les forces de police. Alors, à quel moment interviennent ceux qui ont la responsabilité d'apporter sur le plan du réconfort, sur le plan psychologique, entre les moments d'études, Il y a des moments d'études, des moments de détente, oui. Et c'est à ces moments-là que les psychologues interviennent. Et d'ailleurs, les parents sont autorisés, mais pas tout le temps. Les parents sont autorisés à rendre visite à leurs enfants. Je tiens d'ailleurs à dire qu'au début, certains parents pensaient que ce n'était pas vrai. Ils ont été réticents, mais depuis 2-3 jours, eh bien, ça défile à l'académie. Ceux qui, effectivement, n'étaient pas venus au premier jour. Il y a des parents qui emmènent encore. Absolument, il y a des parents enfants. Il y a des parents qui amènent les enfants, que nous acheminons vers les internats. Et donc, le suivi pédagogique, il est psychologique autant pour moi, est fait lors de moments de détente. Le psychologue intervient pour voir un peu, discuter aux enfants, leur dire que, ben, effectivement, le baccalauréat, il faut le préparer. C'est un exercice, c'est un examen qui est déterminant dans la vie d'un enfant. Dans l'avenir, pour leur avenir, ils doivent avoir obtenu le bac. Donc, ils doivent se concentrer
essentiellement pour le baccalauréat, qu'ils évitent tout ce qui est distraction. Ça veut dire qu'il y a une forme de cellule de crise qui a été mise en place par le ministère de l'Éducation nationale pour faire le suivi de cette opération? Absolument, absolument. Ça veut dire qu'il y a une cellule on ne pourra pas parler de crise, mais il y a toute une organisation qui a été mise en place. Il y a le directeur d'académie provinciale que je suis qui coordonne un peu ces choses-là. Il y a la direction générale du patrimoine. Il y a la direction des internats, donc par le canal de la DEGOS, et assisté financièrement par la DECAF. Donc tout est mis en œuvre pour que ces enfants réussissent leur baccalauréat. Les enseignants interviennent, les psychologues interviennent, et nous aussi, en tant que parents, nous sommes là pour conforter nos enfants internes. Est-ce qu'il y a une forme de collaboration, de transversalité dans la gestion justement de cette situation au niveau du ministère de l'Éducation nationale ou du gouvernement? Est-ce qu'il peut y avoir un apport d'autres départements techniques? Oui, c'est possible, mais ce qu'il faut dire, c'est d'abord des élèves. Et que le ministère de l'Éducation nationale a l'habitude des internats. C'est vrai que ces enfants reviennent d'une situation de déguerpissement, mais il faut savoir que ce sont nos élèves, que nous avons l'habitude de gérer au quotidien. Nous avons l'habitude de gérer les internats, et que le ministère de l'Éducation nationale donc, a l'expertise qu'il faut pour gérer ce genre de situation. Nous avons les enseignants, nous avons les psychologues, nous avons des internats sur le plan infrastructurel. Ben, je vous dis que ces étalons ont été équipés avec des salles climatisées. Il y a tout ce qu'il faut pour que les enfants réussissent. Naturellement, quand on parle du ministère de l'Éducation nationale, c'est le gouvernement qui est mis en branle. Par son sectoriel qu'est l'Éducation nationale. Alors, est-ce que quand vous parliez de l'aspect réservé au moment d'études dédié à ces élèves-là, est-ce que c'est exclusivement réservé à ces élèves? Est-ce que c'est ouvert aux autres élèves de classe de terminale qui peuvent bénéficier également de ces périodes de renforcement de capacité, si on peut Bon, cela peut être ouvert, mais ça peut être ouvert pour ceux qui veulent bien, mais c'est d'abord réservé aux élèves en situation de crise, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas? Ce sont nos élèves, ces enfants-là qui viennent de zones dites des zones déguerpies, que nous avons pris en charge, que l'État a pris en charge. Donc l'État s'occupe d'abord de ces élèves-là. Naturellement, s'il y a d'autres élèves en difficulté, si les renforcements se font dans les salles de classe et qu'il y a un élève qui est en train d'étudier, qui veut bien participer à ce cours de méthodologie, d'histoire, de mathématiques et autres, eh bien, on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser. Alors, on a vu dans le reportage la présence de Bruno Ekwelemanga, l'ancien international, qui a d'ailleurs été reçu par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, pour un autre projet, je pense, de collaboration. Tout à fait. Voilà. Est-ce que, là, dans cette organisation qui est mise en place, ça veut dire que jusqu'à la fin, justement, des épreuves du baccalauréat, ces élèves seront évidemment internés dans ces internats? Absolument, c'est jusqu'au second tour du baccalauréat. Vous savez qu'il y a 2 tours au baccalauréat. Il y a le premier tour, les admis d'office, comme on dit, et par la suite les admissibles qui passent le RAL du second tour et jusqu'à la délibération du second tour. Ben, la présence de Bruno Ekwelemanga, c'est un international, donc un compétiteur. Tout ça rentre dans l'encadrement de nos enfants. Vous savez, l'examen est une compétition. Et Ekwelemanga, c'est un sportif de très haut niveau. C'est un compétiteur. Au moment où le Gabon, et je l'espère, s'apprête à aller pour la première fois en Coupe du Monde, parce que pour une fois, on a véritablement des chances d'aller en Coupe du Monde, il était nécessaire que, c'est une grâce, devrais-je dire, que nous avons eue, que l'international gabonais, Bruno Ekwelemanga, vienne accompagner ses enfants. Leur dire que c'est vrai, c'est une compétition. Ben, je vais vous donner ce qu'on dit de manière trivale à Gnac. Battez-vous comme de soldats, comme de grands footballeurs, pour obtenir votre parchemin, votre sésame qui est le baccalauréat. Tout ça rentre dans l'encadrement psychologique. Vous savez, il n'y a pas mieux qu'un sportif de ce niveau-là de vous encadrer lorsque vous allez à une compétition. Il connaît l'enjeu, le défi d'une compétition. Et donc, la présence de Madame le ministre a été d'ailleurs très heureuse. Elle a apprécié à sa juste valeur la présence
de Bruno Ekole Manga qui nous a rassuré qu'il va être jusqu'à la délibération du second tour. Mais il n'y avait pas que Bruno Ekole Manga. Il y avait un autre talent gabonais, Isaac John, qui est venu aussi assister. Vous savez, aujourd'hui, Madame le ministre, lorsqu'on parlera, je peux en parler, lorsqu'on parlera, n'est-ce pas, du management, il faut associer à l'école le ludique. Et Madame le ministre a mis en place le Festi School. Lorsqu'un talent comme Isaac John arrive, on ne peut qu'applaudir. Parce que nous, on fait le chant. Ils vont faire le baccalauréat, il y a le chant qu'on fait. Et quand un spécialiste arrive, les enfants apprécient. Nous avons d'ailleurs chanté l'hymne national avec Isaac John. C'était un régal pour ces enfants. Ils ont été heureux d'avoir à la fois Isaac John et Bruno Ekole Manga. Ça rentre dans le cadre de l'accompagnement psychopédagogique. Alors, dans le reportage qu'on a suivi, on a vu, et il y a eu des réactions des élèves de terminale, issus donc de ces familles dont les habitations ont été détruites dans la vallée Sainte-Marie. Et on a vu que ces enfants ont été comme soulagés véritablement de savoir que le gouvernement a réagi sous instruction du président de la République. On a vu des enfants réceptifs et heureux d'être dans cet environnement-là. Mais je dois vous dire qu'au-delà de l'internat, les enfants sont heureux d'être accompagnés, d'avoir un accompagnement psychologique et un accompagnement pédagogique. J'ai regardé les visages de ces enfants qui sont nos enfants. Ils sont confiants. Ils ont repris à croire à leur victoire, parce que je vous ai dit que le baccalauréat est une compétition. Ils sont sûrs qu'ils vont avoir. Je suis convaincu que nous allons faire pour tous ces enfants-là 100%. Parce qu'ils sont prêts, ils seront dans les conditions qu'il faut, les meilleurs, pour obtenir leur baccalauréat. Je n'ai pas vu un se plaindre, au contraire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sans doute, le téléphone arabe, comme on dit chez nous, a dû agir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on constate que d'autres parents qui étaient réticents sont en train de venir laisser leurs enfants, des parents de déguerpis. Alors, sur un plan plus pratique, en ce qui concerne ces moments d'études réservés à ces élèves dans ces deux internats, vous avez dit que ce sont des élèves toutes séries confondues, ça veut dire donc il y a les séries scientifiques, littéraires, professionnelles aussi. Comment ça se passe en termes de gestion du corps enseignant, mobiliser les enseignants en fonction justement des spécialités. Voilà, des spécialités. Alors c'est simple, c'est un emploi du temps, ça fonctionne comme d'habitude. Ça veut dire qu'on a un emploi du temps, le prof d'anglais fait cours de telle heure à telle heure, le prof de maths de telle heure à telle heure, c'est un emploi du temps, et des jours. Ça veut dire par exemple le jour de lundi, on peut avoir maths et français parce que le temps des temps c'est 2 ou 3 heures. Donc on a 1 heure de renforcement ou 1h30 de renforcement où on peut avoir 2 ou 3 disciplines. Et c'est comme un emploi de temps classique. La semaine, on a le déroulement des enseignements, enseignement général, enseignement technique. Est-ce que vous avez réagi en fonction de la proximité, en disant, bon, les deux internats sont au lycée Pauline Djedjengodjo, ancien lycée d'État, au lycée Léomba. Pour ce qui est des matières d'enseignement général, on va puiser sur place et de prendre les professeurs du lycée d'État. Absolument, absolument. C'est ça? Absolument. C'est-à-dire que nous avons de manière pratique divisé les séries. Au lycée d'État Pauline Djedjengodjo, vous avez donc les séries A et B, qui traditionnellement sont les plus grandes, les plus nombreuses. Et au lycée national Léomba, vous avez donc les C, les D et toutes les séries de l'enseignement technique. Et donc, au niveau du lycée d'État, l'emploi du temps se fait en fonction de cela. Ce sont les classes littéraires. Et les scientifiques interviennent essentiellement, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de chevauchement. L'emploi du temps est aéré. Voilà. Alors, je voudrais ajouter le plan transport. Oui. Parce que, à côté du fait que ces élèves seront transportés le jour de l'examen, tout élève, quel que soit là où il participe, son centre d'examen se trouve, il y aura un bus, un véhicule qui va l'amener jusqu'au centre. C'est très important. Ceux qui sont au Vendo, qui résident au lycée national de Enfin, dans l'opinion, vous pensez que le fait que les enfants, ces élèves de terminale soient dans ces deux internats, supposait qu'ils passaient leur examen dans ces centres-là? Non, M. Pambo, ces élèves sont totalement pris en charge. Ils sont logés, hébergés, nourris, soignés si cela est nécessaire et transportés
vers leur lieu de centre, leur centre d'examen. Ils vont faire l'examen, ils reviennent. Ils ont le régime de l'internat. Ça veut dire que celui du lycée national Léon Mba, qui est candidat en F4, parce que j'ai des élèves de candidats en série F, ben c'est au lycée technique, son centre d'examen. Le matin, il est transporté. Il prend son petit déjeuner, il embarque dans son véhicule, il va. Et il revient le soir ou l'après-midi. Le transport est pris en charge, tout est déjà réglé. C'est d'autant plus que nous savons tous ces élèves-là, où est-ce qu'ils passent leur examen, où se trouvent les différents centres. Il y en a qui sont même en plein examen. Aujourd'hui, on a commencé, qui font les PS pratiques, puisque le bac a commencé sur le plan pratique. Ben, ils sont transportés et ramenés aux internats. Donc tout est pris en charge. Alors, en termes d'effectifs, vous avez dit, est-ce qu'il y a une période, le bac commence le 28 juin prochain, on va dire dans deux semaines. Vous nous aviez dit qu'il y a des parents qui étaient réticents, qui aujourd'hui ont c'est l'occasion pour moi de dire aux parents que le recensement va s'arrêter vendredi. Parce qu'on ne peut pas ad vitam aeternam. Parce que ça va vendredi de la semaine prochaine. Vendredi de cette semaine. Donc, je pense que, bon, écoutez, disons que nous allons communiquer là-dessus, mais il serait souhaitable que les parents comprennent qu'on ne va pas ad vitam aeternam, on ne va pas attendre aussi longtemps pour... Parce que ça perturbe, c'est ça? Ça perturbe, donc il faudrait, j'invite les parents, ceux qui ne sont pas encore, qui ne se sont pas fait recenser, j'invite ces parents à faire un tour à l'académie, se faire recenser afin que leurs enfants soient pris en charge. Mais on ne pourra pas attendre toute la période. Le bac, il faut que les élèves soient concentrés. Mais alors, en termes de capacité d'accueil, est-ce que vous pensez qu'il y a encore suffisamment de la place? Absolument. S'il y avait une centaine, 200 qui arrivaient encore, c'est possible? Le lycée national Léon Mba a une capacité de plus de 200 lits. Le lycée Paul Ndjedjengu, la même chose. Donc, en réalité... l'État était capable de prendre en charge tous ces élèves-là. Voilà, donc ce sont des réponses concrètes que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, apporte donc pour donner un visage humain à cette politique sociale du gouvernement. C'est bien ça, donc ce suivi, quasiment un suivi à la carte. C'est un suivi à la carte. Ces élèves sont pris en charge, ils sont transportés. Et nous-mêmes, les encadreurs, nous veillons à ce que chaque soir, chaque matin, nous assistons, nous participons à l'encadrement de ces derniers. Le gouvernement a pris en charge ces élèves sur instruction du président de la République. Et donc, depuis lundi, depuis mardi, ils sont tous internés au lycée hébergé, au lycée d'État et au lycée national Léon Mba, où pour ceux qui sont en examen pratique DPS, ils sont transportés vers les différents centres et ils reviennent vers eux. Les psychologues, ce matin, j'ai vu les psychologues du lycée d'État qui étaient en entretien après le petit déjeuner. Il y a eu un moment de détente qui était en entretien. Les enseignants, toutes disciplines confondues, ont commencé les cours de rattrapage à nos différents enfants. Tout se passe bien. Alors, il y a un aspect qu'on va rapidement aborder, évidemment. On sait que c'est la mobilisation au niveau du ministère de l'Éducation nationale, dans les établissements aussi en ce qui concerne le déroulement de ces examens de fin d'année. Les enseignants sont mobilisés, les centres d'examen aussi, les directions qui ont la responsabilité de l'organisation de ces examens-là. Ces dernières années, les problèmes posés par les enseignants en termes du paiement des primes, des vacations, ne se posent plus. Là, on a une opération, on va dire ponctuelle, qui nécessite donc la mobilisation des personnels administratifs, du corps enseignant, des professeurs. C'est une opération qui est inclue dans la prise en compte de ces éléments-là? Mais non, vous savez qu'on est dans le rôle. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai tout compris, mais on est dans notre rôle. Lorsqu'on est responsable, lorsqu'on enseigne, quand on choisit ce métier, c'est pour aider, assister, former et éduquer. Même si cela paraît comme une situation exceptionnelle, mais c'est une situation normale. Parce que je vous ai dit que le ministre d'État, le ministre de l'Éducation, a lancé un programme de réhabilitation. En réalité, les internats devaient ouvrir l'année prochaine, à la rentrée 2025-2026. Les internats sur l'ensemble du territoire. Mais, si vous voulez, c'est un grand test avant la grande ouverture. D'accord. Et il y a toujours dans nos établissements des personnels
qui sont commis à la tâche, les surveillants, personnel d'encadrement, les enseignants. Et je suis tout heureux que vous l'ayez reconnu, qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des retards, de moins en moins, des retards de paiement des vacations. Vous l'avez dit, cela saute aux yeux. La rentrée se fait à date. Et les examens à date. Nous sommes en plein examen. Je crois que cela ne devrait pas générer autre chose. Les enseignants sont commis à la tâche. Nous, enseignants, nous travaillons. Nous travaillons. Alors, on ne demande pas de contrepartie pour travailler. D'accord. Alors, je ne vais pas pousser le cynisme jusqu'à dire qu'à quelque chose malheur est bon, mais c'est quasiment le cas en ce qui concerne l'ouverture anticipée de ces 2 internats, puisque c'était prévu pour l'année prochaine, comme vous venez de le dire, sur l'ensemble. La rentrée 2025-2026. Voilà. On sait qu'il y a un ensemble d'établissements secondaires dont les internats ont été réhabilités sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que là, vous êtes dans une forme d'opération pilote, test, grandeur nature. Vous allez voir comment est-ce que l'ensemble de ces 2 infrastructures réagissent. Absolument, absolument. Et là, sur toute la chaîne. Hein. Sur toute la chaîne, ça veut dire que, comme je l'ai dit, de tous les personnels. Et c'est ce qui se passe là en ce moment au lycée d'État. Ça nous permet de tester un peu ce qui va se passer à la grande rentrée 2025-2026. Je crois que, moi je ne dirais pas que quelque chose de malheur est bon. Simplement, gouverner, c'est prévoir. Le chef de l'État a pris la mesure de la chose. Il a instruit le ministre d'État, n'est-ce pas, pour qu'elle prenne toutes les dispositions afin que ses enfants déguerpis passent bien l'examen. On ne va pas dire, comme je l'ai dit, à quelque chose de malheur est bon, on va dire, contre mauvaise fortune, on fait bon cœur. Ben, plus que vous le dites. C'est mieux. Alors, il y a donc cette présence de la ministre de l'Éducation nationale sur le terrain. Avant de revenir sur justement cette vision implémentée par les plus hautes autorités en matière d'amélioration du cadre d'apprentissage des élèves, revenons sur ce qui est aussi chaud, c'est des résultats du premier examen qui a été rendu public au titre de l'année scolaire 2024-2025, l'OCEP, les élèves de 5e année qui ont passé dans cet examen, qui sont tout heureux pour ceux qui ont pu évidemment l'obtenir. Ça frôle les 99% quasiment. Qu'est-ce qui peut expliquer ce bond qualitatif? Bien, je voudrais d'abord dire qu'en tant qu'enseignant, et je l'ai dit plus haut, l'objectif d'un enseignant, quand il a 100 élèves, je prends l'exemple, ou 50 élèves dans sa classe, c'est que ces 50 élèves réussissent. Ce n'est pas de 99% ou 98%, c'est 100%. Et pour arriver à ce résultat, il faut un travail. Il n'y a pas de magie. Le ministère de l'Éducation nationale fait son travail à travers son personnel. Les chefs d'établissement, les enseignants. Les parents aussi ont fait leur travail. Les enfants ont produit les résultats. Et vous allez constater que cela va crescendo. Nous étions à 92%, je crois, l'année dernière, si je ne me trompe pas. On a 98%. Peut-être que l'année prochaine, on sera à 100%. Parce qu'en réalité, le travail est bien fait. Les enfants sont suivis toute l'année. Vous savez, au primaire, on a ce qu'on appelle l'APC, que le ministre, on en parle là, qui fait partie des réformes introduites par le ministre de l'Éducation au secondaire. L'approche par les compétences. Il y a des paliers. Il y a 6 paliers l'année. Mais les 6 paliers sont désormais depuis 3 ans. Eh bien, on fait tous les 6 paliers. C'est-à-dire qu'il y a une assimilation progressive de ces différents paliers de l'approche par les compétences, puisqu'on a également fait des reportages, on a eu parfois certains enseignants qui estimaient qu'on avait mis la charrue avant les bœufs. Ça, c'est au secondaire, on en reparlera. Mais au primaire, l'APC, c'est depuis bientôt 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et que cet APC, n'est-ce pas, a, comment dirais-je, fonctionne. Parce que quand je parle de palier, ça veut dire c'est comme si vous parlez de trimestre ou d'examen. Hein? Et quand on est en grève, on fait 3 sur 6. 4 sur 6. Au niveau du primaire... Au niveau du primaire, c'est bien huilé. Cette année, ça s'est bien passé. On a terminé nos enseignements. D'accord. J'étais en train de vous dire que ce qui explique les résultats, c'est parce qu'on a travaillé. Pour obtenir 98%, 99%, 100%, il faut travailler.
et au ministère de l'Éducation nationale, nous avons travaillé. Tous les acteurs, n'est-ce pas, de la chaîne qui amène au résultat ont joué pleinement leur rôle. Alors, au niveau du primaire, vous et moi, nous sommes de la même génération. Nous avons appris dans un certain environnement, avec nos réalités. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces enfants-là, qui vivent dans un autre environnement, à l'ère de la toute-puissance de nouvelles technologies, de l'information, de la communication, cette approche par les compétences tient compte également de cette réalité? Bien, alors, M. Pambo, c'est un grand débat que vous voulez ouvrir. Je vais dire juste quelques éléments, donner quelques éléments, et je souhaiterais que vous m'invitiez, peut-être avec un contradicteur, sur la question du niveau. Vous savez, moi je fais partie des gens qui pensent que le niveau n'a pas baissé. Au contraire. Il a peut-être baissé sur le plan de l'orthographe, autre chose, mais de manière factuelle. Vous avez besoin d'un enfant qui maîtrise beaucoup plus les outils actuels. L'ordinateur, l'anglais. Mais ces enfants, peut-être qu'ils font un peu plus de fautes que nous, mais maîtrisent l'outil informatique mieux que nous. Mais qu'est-ce qui est plus utile? C'est l'outil informatique. Parce que l'outil informatique, dans son ordinateur, il a le corrigé de ce qu'il écrit. Donc, aujourd'hui, c'est un débat qui est ouvert. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Justement. Ce qu'on devrait plutôt faire, et là nous sommes là-dessus, le ministre a ouvert plusieurs ateliers sur la digitalisation des enseignements, c'est d'adapter nos enfants à la nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est la digitalisation des enseignements. Et regardez les copies de nos élèves. À côté de mauvaises copies, il y a de très bonnes copies. Et ça, il faut le souligner. Faut pas que, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut seulement montrer le mauvais côté. Mais il faut montrer les deux parties de la pièce. Il faut montrer l'aspect positif, que nous avons des élèves de plus en plus brillants, de plus en plus performants qu'il y a quelques années, qui s'adaptent à la donne actuelle, à l'intelligence artificielle. Alors, Fortuné Ngabaouro, vous avez donc parlé de ce système APC bien huilé en ce qui concerne le primaire, quid du secondaire, puisque les enseignants secondaires ont émis encore quelques réserves. C'est l'année test. Vous savez, lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a lancé l'APC cette année, il faut évaluer un projet, on l'évalue. Nous l'avons lancé, nous allons l'évaluer en fin d'année. Mais à mi-parcours, nous faisons des évaluations. Je puis vous dire, au premier trimestre, il y a eu des résultats qui étaient un peu mitigés. Les enseignants et les élèves ont pris la mesure de la chose. Les résultats se sont améliorés au deuxième trimestre et au troisième trimestre. C'est un test, nous allons voir. Nous allons voir. Alors, il y a évidemment d'autres aspects qui sont, on peut l'estimer, réglés de façon progressive en ce qui concerne les problèmes d'ordre structurel, puisque toujours cette réalité en rapport avec l'amélioration du cadre d'apprentissage en termes d'obtention des outils, qu'il faut nécessairement régler le problème de l'absence constatée parfois de certains enseignants, notamment pour les matières scientifiques dans certains établissements, certaines classes. Ça, c'est réglé de façon progressive, c'est bien ça? Tout à fait. Vous savez, la question du déficit en enseignants, surtout en matière scientifique, a des origines exogènes et endogènes. Il y a la faiblesse de notre population. Et il y a l'attrait, n'est-ce pas, du métier de l'enseignement. Vous savez, M. Pambo... Est-ce que c'est un métier qui fait encore rêver? Ah oui, il y a qu'à me regarder. Je suis fier, moi, d'être enseignant. Je suis fier et je pense que je demande à tous ceux qui ont les capacités intellectuelles à aborder ce métier de l'embrasser. Parce qu'on s'épanouit dans ce métier. Parce qu'on reste jeune, dans ce métier. Parce qu'on est au contact de l'avenir d'un pays. Parce qu'en réalité, quand on est enseignant, c'est nous qui faisons, c'est nous qui préparons les défis à venir. Nous sommes à la 5e République. Mais il ne peut pas avoir de développement si on n'a pas une école qui est forte, si on n'a pas des élèves bien formés. Nous sommes en compétition. D'accord, mais comment on règle le problème de déficit dans moi, vous savez mon autorité est territoriale. Je parle des choses de l'estuaire. D'accord. Alors, j'ai quelques hectares, on a eu des soucis. Mais le président public a décidé de recruter 900 enseignants
Mais je crois que depuis quelques mois, on parle de moins en moins. On n'a pas réglé totalement, mais je crois qu'on a suffisamment avancé dans la résolution de ce problème. Je prends l'exemple du lycée Nelson Mandela, qui avait un gros déficit. Aujourd'hui, ils ont plus de 14 enseignants de mathématiques. 12, plus de 12 enseignants de sciences physiques. En SVT, ils sont encore un peu plus nombreux. Mais on ne doit pas confiner tout seulement à l'estuaire, mais c'est un peu élargi. Mieux, depuis 2 ans, vous avez vu les réformes en matière des grandes écoles, écoles normales supérieures, qui deviennent des instituts. Chaque année, il y a des concours. Or, il y a 10 ans, plus de 10 ans, on n'en formait plus. C'est ça, véritablement, si on peut parler comme les enseignants d'histoire et de géographie, ça c'est la cause immédiate du déficit que nous avons constaté. Ça veut dire que pendant plus de 10 ans, il n'y a pas eu de formation ni à l'école normale des instituteurs. Le recrutement qui avait gelé. Oui. Mais en réalité, on ne devrait pas geler les recrutements d'enseignants. Parce que la démographie augmente, les enfants naissent tous les jours. Et donc, pendant 10 ans, on n'a pas recruté ni formé à l'ENI, ni à l'ENS. Ça ne peut que causer un déficit. Mais cela, depuis 2 ans, 2 ou 3 ans, eh bien, les enseignants sont en formation. À l'ENI, l'ENIL et à l'ENS, et à l'ENSET, et à l'INJS. Parce qu'il n'y a pas que, en mathématiques, il y a les déficits en EPS. Et ces concours nous permettent, n'est-ce pas, de renforcer les ressources humaines en matière d'enseignants. Fortunin Gabaron, on va terminer l'émission par la 3e partie en lien avec les violences en milieu scolaire, en nous appuyant sur un fait, une béquille, comme on dit en journalisme, dans le jargon journalistique. Cette affaire entre griffes qui défraie la chronique. Une élève du premier cycle d'Immaculée Conception, ou 2 élèves d'ailleurs qui ont été exclus, je pense, mais dont l'une des parents estime que son enfant aurait été exclu abusivement de la part de l'administration d'Immaculée Conception. C'est parti d'une bagarre, une énième bagarre dans un établissement secondaire. On en voit davantage dans nos écoles. Avant de revenir sur le phénomène global en lui-même, violence en milieu scolaire, revenons sur le traitement de ce cas-là. Parce que sur la toile, dans les ménages... C'est devenu viral. Voilà, c'est devenu viral et on a une interprétation qui diffère par rapport au traitement de cette situation. Pourquoi la jeune fille qui, dans la vidéo qui est devenue virale, qui avait été plus ou moins violentée, a-t-elle également été exclue? Bien, alors, M. Pambou, je vous remercie parce que ça c'est vraiment important de clarifier un certain nombre de choses. Mais je voudrais dire que, et je l'ai dit à vos collègues, que les questions de l'école se règlent à l'école. Et on ne traite pas les choses des enfants, les choses, permettez-moi de parler de manière triviale. La question des enfants, les problèmes des enfants ne se traitent pas comme on les traite aujourd'hui. Il faut un apaisement. Il faut le traiter de manière calme. Je ne ferai pas donc dans mon intervention de stigmatisation. Je ne vais pas opposer l'école, les responsables d'établissement, aux parents, aux élèves. Je vais simplement dire comment la question a été réglée. Mais je voudrais, si vous me permettez, revenir sur l'essentiel. La violence, au sens large du terme, violence en milieu scolaire, parle de la violence de la société. C'est l'école qui subit la violence, qui vient de l'extérieur. Et il faut stratifier les violences. Une bagarre entre élèves, ce n'est pas de la violence extrême. La violence extrême, c'est ce que vous avez eu en France, où un élève de 14 ans a tué son enseignant à coups de couteau. La violence extrême, c'est ce qu'on voit, issu de la consommation des stupéfiants, le fameux Kobolo, l'enfant agresse, son collègue casse une bouteille, enfin c'est ça la violence extrême. Mais il y a parfois des élèves au Gabon qui vont à l'école avec des armes blanches, c'est ça la violence, c'est ce que j'entends par violence extrême. Mais les bagarres, on doit relativiser. Vous savez, la force de l'image des réseaux sociaux, et il y a l'image et il y a la réalité. Vous êtes un homme des médias. On en a connu quand on était... Justement, je vous rappelle, M. Pambou, que nous nous connaissons. Nous avons sans doute, pas sans doute, nous nous connaissons, nous avons été dans les mêmes établissements scolaires. Mais la bagarre a toujours existé. La fameuse terre rouge, où on se retrouvait parfois pour faire des bagarres. Mais imaginez-vous à cette époque-là, s'il y avait des caméras, ben ça devait être très difficile. Donc, il faut relativiser lorsque les réseaux sociaux
montre un certain nombre... L'image, c'est l'instant. Bien sûr. Alors, pour revenir Il y a sur une la- amplification. Il y a une par les réseaux amplification. Et la question de l'IMAC, on l'a réglée. J'ai reçu les parents à mon bureau hier. La première chose que je voudrais dire, c'est que l'Immaculée a exclu, c'est vrai, mais c'est une proposition à l'exclusion. Les parents ont des voies de recours. L'établissement n'exclut pas des films, propose à l'exclusion, et la hiérarchie, le ministère de l'Éducation nationale, dont je suis le responsable dans la province de l'Estuaire, entérine. Entérine. Et donc, ils ont des voies de recours. Ils doivent faire un recours. Même au tribunal, il y a la première instance, la cour d'appel. Lorsque vous n'êtes pas satisfait en cour d'appel, vous allez à la cour de cassation. Et donc, je voudrais rassurer les parents qu'ils ont des voies de recours, qu'ils utilisent ces voies de recours et on verra. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, parce que j'ai suivi la maman, la scolarisation, la scolarité est obligatoire au Gabon jusqu'à 16 ans, de 3 à 16 ans. Ça veut dire que ces enfants, c'est des mineurs de 12-13 ans. Nous avons l'obligation de les scolariser. Aucune école ne peut refuser d'inscrire cet enfant. Si, par malheur, la décision d'exclusion est entérinée. C'est sur des éléments factuels que nous avons apprécié, que nous devons apprécier la décision du conseil de discipline. J'invite les uns et les autres, ceux qui veulent avoir plus d'informations, à se rendre au lycée à l'Immaculée Conception, regardez auprès du censeur de la vie scolaire le rapport de ce conseil de discipline qui a respecté la norme. Il y avait l'association des parents d'élèves, il y avait tous les éléments qu'il faut pour organiser un conseil de discipline. Et sur ces éléments factuels, le conseil de discipline, ce n'est pas une personne, ce n'est pas le proviseur, c'est le conseil qui a près d'une dizaine de personnes a décidé d'exclure tous ceux qui ont participé à ces questions de bagarre, y compris celles qui apparaissent dans la vidéo comme victimes. Et je rassure les uns et les autres que parfois les questions d'enfants, il ne faut pas les élargir. Il ne faut pas amplifier. C'est des enfants. C'est le Gabon de demain, on parle d'école. Et même un élève qui a fait une bêtise, c'est un enfant à 12 ans. Il faut le protéger. L'agressé, on doit le protéger. L'agresseur aussi doit être protégé. Peut-être que c'est justement nous les adultes. Peut-être que dans un milieu, le milieu de vie quotidien de cet enfant, elle assiste aux violences, etc. Je dis peut-être. Et c'est pour la raison pour laquelle des enfants méritent d'être protégés et suivis. Donc la question de l'Immaculée, je crois qu'il vaut mieux que l'école règle ça. Je rassure les uns et les autres que cet enfant ne sera pas déscolarisé. L'État a l'obligation de scolariser tous. Mais parfois, même votre propre enfant, quand il fait une bêtise, ben, vous le corrigez. Vous le corrigez, mais toute correction doit avoir, d'un enfant, doit avoir une vertu pédagogique. Évidemment. Toute correction doit avoir une vertu pédagogique. Et je crois que c'est ce qui a animé, n'est-ce pas, la décision du Conseil de discipline de l'Immaculée Conception. J'attends les recours pour que nous puissions les examiner à notre niveau de l'académie. Alors, et de façon générale, globale, sur ce phénomène dit de violence en milieu scolaire, le ministère de l'Éducation nationale ne baisse pas la garde, continue sur le terrain à pouvoir mener plusieurs actions, plusieurs campagnes de sensibilisation à l'endroit des élèves, notamment avec l'appui parfois des partenaires. Absolument. Pour pouvoir circonscrire le phénomène. Absolument. Le ministère de l'Éducation a pris l'aspect à tous les niveaux. Information, éducation et application. Récemment, le ministre de l'Éducation a fait le tour des établissements de la capitale, accompagné du procureur de la République et de tous ses collaborateurs. C'était pour dire aux enfants que même si vous êtes enfant, eh bien, nous, on a sensibilisé. On ne fait que sensibiliser. Mais après, il y aura la période de la répression. Le procureur nous a sorti les articles du code pénal. Là, vous êtes dans une démarche préventive. Absolument. Vous savez, c'est le monde éducatif. Chez nous, on sanctionne ce qu'on a enseigné. On vous dit d'abord que ça, c'est interdit. Et on le dit, on le répète. D'ailleurs, on le dit souvent au quartier que la répétition est l'art de la pédagogie. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Mais nous, on ne cesse de sensibiliser, de former. Mais au-delà de quand on va arriver à l'extrême violence, eh bien,
ça va peut être au niveau de l'école, ça va prendre des aspects judiciaires. Et là, le procureur a expliqué aux enfants que, attention, quand vous continuez, si vous continuez sur cette voie, eh bien, le procureur va agir parce que c'est lui qui est le maître des poursuites. Et je dois dire que les choses ont évolué. Les questions de violence, extrême violence, touchent la sécurité. Et c'est l'État c'est un pouvoir régalien, doit régaler. L'État a pris la mesure. Aujourd'hui, nos établissements, la majorité des établissements de la capitale, n'est-ce pas, a reçu des policiers. Donc, il y a des brigades de police qui, n'est-ce pas, on appelle ça la police urbaine, la police, autant pour moi, la police scolaire. Donc, ces éléments de force de police sont, n'est-ce pas, dans nos différents établissements pour sécuriser. Depuis 2 ans, on n'a plus assisté à une mort d'élèves, une mort, ou, si vous voulez, une agression qui amène à la mort. Dieu merci. Je crois que nous n'allons pas baisser la garde. Le ministre a pris toute la mesure et nous allons continuer. Fortuné Ngamaoun, en guise de conclusion, peut-être terminé par l'actualité. Ça reste donc l'organisation des examens de fin d'année. Dans quelques jours seront rendus publics les résultats du BEPC. Et le 28, vous avez dit, c'est le début du baccalauréat. Là, évidemment, c'est la grosse mobilisation depuis, avec le SEB, le BEPC et le bac qui se profile à l'horizon du côté du ministère de l'Éducation nationale. Je profite de l'occasion et je vous dis merci. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est qu'à Télé Africa, on parle beaucoup plus de politique. Et aujourd'hui, parler d'éducation, c'est une bonne chose. Je voudrais m'adresser à mes élèves, à nos enfants, qui passent le BEPC, ceux qui passent les oraux du BEPC et ceux qui vont commencer le baccalauréat à partir du 28, la phase écrite. Je voudrais dire que, au-delà de vos familles, c'est l'État, c'est la nation qui attend vos bons résultats. Ne baissez pas la garde. Soyez des enfants courageux. Parce que vous êtes en compétition. Vous êtes en compétition avec vous-même. Vous êtes en compétition avec les autres de ce pays, mais vous êtes en compétition avec les autres nations. Au moment où le monde est en train de s'ouvrir, il faudrait que nous ayons des ingénieurs capables de nous former, de nous fabriquer des balles, des missiles, des ingénieurs capables de nous créer, de nous faire des routes, de bons enseignants futurs, de bons médecins. Et donc, pour avoir ça, il faut que vous ayez votre BEPC. Il faut que vous ayez votre baccalauréat. Ça passe par là. Et donc, je vous encourage, je vous dis bonne chance. Et je voudrais aussi m'adresser aux enseignants. Ne baissez pas la garde. Continuez à former vos enfants parce que vous êtes ceux qui sont chargés de former le Gabon de demain. M. Pambo, je vous dis infiniment merci. Merci à Télé Africa qui a pensé à parler de l'école. Et c'est une bonne chose. Je vous disais que j'étais un passionné de l'école. C'est le métier que Dieu m'a donné. C'est le métier que j'ai choisi. Et j'essaie de bien faire ce métier. Merci. Merci Fortuné Ngamaoun. Merci beaucoup d'être passé sur Télé Africa dans l'émission de Métronome pour nous faire un éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde de l'éducation nationale au Gabon. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne.